A-t-on le droit de les renvoyer dos à dos? C'est l'émission dont on a vu un aperçu pendant le vu, avec Enthoven notamment. Je pense que ça peut être intéressant. Moi, en fait, c'est intéressant parce que Arte, c'est toujours un peu ce truc où on se dit oui, c'est de gauche, mais en même temps, qu'est-ce que c'est qu'Arte? Genre, ah oui, c'est quoi leur ligne un peu? Moi, j'ai envie de comprendre. Pour moi, c'est pas très différent de Mediapart. Je pense qu'on va pas être très surpris. C'est bien Printemps républicain. Oui, ça m'étonne pas. Bah, y avait Coco qui dessinait sur le plateau et tout ça. Bref, mais du coup, c'est intéressant. Ni RN, ni LFI. À 6 jours des législatives, le camp macroniste à la peine renvoie dos à dos les deux partis. Je rencontre partout des Français qui me disent on ne veut pas Oui, c'est pire que Mediapart, oui. de cette tenaille entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je considère que les deux programmes, pour des raisons différentes, sont dangereux. Merci, Icoric. Le barrage républicain, qui jusqu'ici l'avait toujours emporté face à l'extrême droite, est-il en train de se fissurer? Des intellectuels et des essayistes partisans du Nini s'insurgent contre le nouveau Front populaire et dénoncent les ambiguïtés de la France insoumise, notamment sur l'islamisme et l'antisémitisme. Le vote du 7 juillet vire au cas de Putain, c'est nouveau ça, dis donc. Putain, c'est inédit. conscience. Quand je dis, moi, que je ne... Il est au sol, le barrage. Ah bah non, le barrage n'est pas au sol. Il a juste changé de place, en fait. Je suis de ces électeurs qui seront catastrophés si j'ai au second tour le choix entre LFI et le RN. Je renvoie, oui, dos à dos, le RN et LFI. Certains candidats d'LFI ne valent pas mieux que des candidats du RN. Dans ce débat, des voix s'élèvent aussi pour contester l'idée. Vraiment le cadrage raciste. Moi, c'est ça, c'est que même là, même Arte, ils vont faire une fixette sur la France insoumise. Hein. Moi, je vous jure, on va pas parler une seule seconde du RN. En fait, on en est à un stade où on est en mode, oui, bon, bah tant pis s'ils sont au pouvoir, le RN, tant pis si c'est full antisémite, full raciste. De toute façon, on y a été habitué et tous les médias nous servent la soupe et Bolloré détient tous les milliardaires, donc voilà. Par contre, LFI, oh là là, vous êtes censé être de gauche, oh là là, vous faites du clientélisme, oh là là. Voilà, hein, putain, les gens, en fait, les gens sont prêts au fascisme, hein. Les gens l'attendent, hein. Les gens, ils sont en mode, oui, bon, tant pis, quoi. Tant pis. Que LFI et le RN représenteraient un danger équivalent. Moi, j'ai dit que je ne mettais jamais de signe égal entre l'extrême gauche, même la France insoumise, et l'extrême droite du Rassemblement national ou de Reconquête. Réelle moufette. Mais toi, je t'écoute plus, toi, t'es un chaser. Je voterai pour le candidat qui est opposé au Rassemblement national, c'est clair. Un choix auquel s'est résigné Raphaël Glucksmann. Pour le chef de file de Place Publique, rallié au nouveau Front populaire, il faut hiérarchiser. C'est ya. Regardez la caméra. Ça, c'est pourquoi Cassandre était là. Les menaces. 300 députés du Rassemblement national le 7 juillet. C'est ça le péril. Face à un tel risque, on doit être dicté, on doit être habité par une morale de l'extrême urgence qui hiérarchise les périls. Alors les Français feront-ils barrage à l'extrême droite? Ou le ni RN ni LFI va-t-il peser sur le scrutin? Peut-on Oui, parce que vous cassez les couilles. Et par contre, attendez, on en parle? On en parle de la Coupe du Vieux au meeting de Montpellier, là? Et c'est vrai que c'est un peu négligé, parce que d'habitude, il remet ses cheveux en arrière. Mais moi, je trouve que ça lui fait un petit truc, hein. C'est Dark Mélenchon. Danicor. Mais non, abusez pas non plus, mais il y a un côté un peu Dark Mélenchon. On dirait que c'est un personnage de manga cynique, là. Ça lui va bien. Moi, je trouve que ça lui va bien, ouais. De toute façon, il a de la chance de pas avoir une calvasse de fou, hein. Donc, il a des beaux cheveux, hein, pour un vieux, hein. Franchement. C'est Coquerel déguisé en Mélenchon. Oui, c'est vrai, il y a un peu de ça, ouais. Mais moi, je trouve que ça devient un peu un antagoniste. Je sais pas comment dire, bref. Dos à dos, les deux partis et leurs leaders. Nos trois invités pour ce débat, Raphaël Enthoven. Arrête, c'est une catastrophe, ça coupe. Mais de toute façon, ce meeting était catastrophique, hein. Je pense, hein. Il a dit des bonnes choses, mais le micro, ça allait pas. Les gens, ils arrêtaient pas de dire « On n'entend rien, parle dans le micro !» Et lui, il s'en foutait, il était là, il tourne comme ça. En fait, Mélenchon, c'est comme un streamer, mais tu sais, il est là, il fait ça. Voilà, la République, c'est moi. Et puis oui, et là, il me traite d'antisémite, comme ça. Ça suffit, je ne me laisserai pas faire. C'est Ilias, oui, un peu ça. Bonsoir, vous êtes philosophe, vous êtes aussi proustologue et vous êtes essayiste. Proustologue, waouh. Et vous êtes éditorialiste. J'adore Marcel Proust. Très régulièrement pour l'hebdomadaire Franc-Tireur. On va bien se faire chier avec moi. Selon vous, l'antisémitisme du RN... Il n'est pas philosophe, oui. Il n'est pas philosophe, oui. Et chez la... Ça casse les couilles. Déjà, c'est...
Ah, mais moi ça m'énerve quand les gens ils aiment bien se faire appeler philosophe, c'est qu'il y a un problème. Même Deleuze il aime pas. En fait, il préfère que les autres lui disent t'es un philosophe et du coup il est un peu voilà, mais lui il se dira jamais philosophe. C'est prétentieux de fou. C'est hyper prétentieux. Pour rappel, hein, moi je reste sur la définition de comment dire de Deleuze parce que je la trouve bien. Un philosophe, c'est quelqu'un qui a créé du concept. C'est quelqu'un qui a une boîte à outils. Ça veut pas dire qu'il a une vision du monde totale, hein. C'est quelqu'un qui a créé des outils. Et donc tu as une boîte à outils qui concerne un philosophe. Voilà. C'est ça un philosophe, c'est quelqu'un qui a créé du concept. Désolé, mais Raphaël Enthoven n'a pas créé de concept. C'est juste un mec qui s'intéresse à des philosophes d'une manière un peu bourgeoise et déconnectée du contexte. C'est-à-dire il va te parler un peu des idées comme quelque chose d'abstrait, pas du tout lié à une réalité historique, une réalité politique. Hein. C'est-à-dire que quand les gens ils proposent des idées, ils sont quand même dans des contextes très précis. Le romantisme allemand ou la constitution du nationalisme français, des choses comme ça, les Lumières, hein, telles qu'ils les appellent, c'est quand même un truc très précis. Bref, et ça il en parle pas. C'est très abstrait. La bourgeoisie, très souvent quand elle parle du monde des idées, c'est vraiment des trucs un peu flottants comme ça et tout ça. Et en fait, moi je trouve que c'est une mauvaise histoire de la philosophie. C'est pour ça que quand en classe, on vous parle de l'importance de comprendre l'histoire de la philosophie, moi je vous dirais que c'est pas cette histoire de la philosophie-là qui est intéressante. C'est une histoire politique et philosophique, parce que les deux sont très liés. Bref, et artistique aussi. Il faut aussi lire des bouquins, enfin bref. Mais il y a tant de choses à aller... C'est un idéaliste. Bon, c'est pas une question d'idéaliste ou pas, quoi. C'est que c'est pas un philosophe. Désolé. Il a créé quoi comme concept? Il a rien créé. Il a créé des émissions, c'est tout. Des émissions pour réviser le bac. Voilà. Vous êtes aussi proustologue et vous êtes essayiste et vous êtes éditorialiste très régulièrement pour l'hebdomadaire Franc-Tireur. Selon vous, l'antisémitisme du RN et chez la France Insoumise est de nature différente, mais il présente la même gravité. La haine et la violence sont les mêmes. Par ailleurs, la France Insoumise... Comment on peut dire ça? Enfin, c'est fou. Allez, c'est bon. Insoumise et le RN, ajoutez-vous, ont en commun l'irréalisme économique et la même complaisance à l'égard... Mais t'es pas économiste, mais voilà, bah non, il est philosophe et économiste, tiens. De Vladimir Poutine. À côté de vous, Jean-Pierre Mignard, bonsoir, essayiste, avocat au barreau de Paris, vous êtes docteur en droit pénal et vous enseignez à Sciences Po. Selon vous, l'antisémitisme du RN... Oh, lui, c'est un prof de Sciences Po, j'ai envie de l'aimer. Moi, c'est un peu c'est l'effet Bertrand Badi. Quand je vois un homme bien dodu et qui est prof à Sciences Po, j'ai envie de l'aimer. J'espère qu'il va être basé. Ou l'antisémitisme de la gauche, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas de la même nature, c'est une contre-vérité historique. On ne peut pas renvoyer les deux partis dos à dos, LFI et le RN, sur la question essentielle des droits... Lui, c'est un bon. Bah oui, je m'en doute. ...et des libertés. Le RN est un... Alors globalement, là, sur le plateau, vous avez Enthoven qui est présenté comme un philosophe franc-tireur nanana. Mais là, lui, le mec qu'on devrait interviewer, c'est lui, hein, c'est lui le prof. Hein. C'est pas Enthoven, hein. Le mec qui a fait des émissions sur la philo. Lui, c'est un prof d'université et l'une des plus glorieuses universités de France. Ce mec-là devrait être interviewé, pas l'autre, mais bon. Wado, LFI et le RN sur la question essentielle des droits et des libertés. Le RN est un danger, pas LFI. Et Tam Tranui, bonsoir madame, bonsoir. Vous êtes journaliste politique pour Public Sénat. Vous présentez notamment l'émission Des questions au gouvernement du Sénat. D'accord, ok, je la connais pas. Mercredi après-midi sur la chaîne parlementaire. Et puis, selon vous, la stratégie politique suivie par LFI ces derniers mois va laisser des cicatrices à gauche, alors même que le RN essaye de gommer son image sulfureuse. Jusqu'à quel point certains électeurs opteront pour le ni-ni, c'est la grande inconnue de cette élection, notamment du deuxième tour. Crâne la serpillière. Et les gens, commencez pas à aller sur des expressions comme ça. Ceux qui ont essayé l'ont quand même payé sacrément fort. Hein. On se rappelle de Linda Kebab et tout ça. Quoi qu'on en pense, évitez ça. Hein. Bon, bien sûr. Et on démarre avec la déclaration du jour, Benjamin. Elle est signée de l'avocat Richard Malka. Aujourd'hui, on peut être de gauche, antisémite et cool. Ça s'appelle la... Ouais, mais... Waouh. Oh, c'est une dinguerie. France insoumise, voilà ce qu'a dit l'avocat de Charlie Hebdo après la tuerie de janvier 2015. On s'en souvient. Ce parti, a-t-il ajouté, a réhabilité l'antisémitisme. Raphaël Enthoven, question toute simple. Est-ce que LFI est un parti antisémite pour vous? Pour moi, LFI est le premier parti antisémite de France. Il est prêt au fascisme. Hein. Il aura sa petite émission sous le fascisme. Hein. France Inter. L'émission philosophique avec Raphaël Enthoven
Oui, aujourd'hui, on va parler de la dernière déclaration de Bardella, notre chef suprême. Et l'argument... Il est prêt. Selon lequel ils n'ont jamais été condamnés pour antisémitisme n'a aucune valeur. Pour une raison simple, d'abord, c'est que ce sont les premiers eux-mêmes à accuser les autres de racisme ou de harcèlement sans leur faire un procès. Alors que le racisme et le harcèlement sont des délits comme l'antisémitisme. Mais surtout, si vous voulez, quand vous indexez la ligne politique de BFM sur les opinions de Patrick Drahi, quand vous faites des listes de juifs parce que vous êtes vexé de ne pas avoir reçu une médaille... Mais c'est quand même important de dire que Patrick Drahi, il est vachement pro-israélien et donc que potentiellement, quand il détient un média, il y a un peu de sa ligne qui influe, comme dans n'importe quel média. Tu dis la même chose à propos de Bolloré. Tu ne t'en caches pas quand même. T'es quand même capable de reconnaître que Bolloré, il influe sur la ligne. Enfin, c'est bizarre. Genre, waouh, ouais, bon, bref, allez. C'est antisémite de dire ça. Hein. Quand vous parlez d'antisémitisme résiduel, alors qu'il a augmenté de 1000%, on pourrait multiplier... De 1000%. Les exemples. Jean-Luc Mélenchon, c'était une expression de Jean-Luc Mélenchon. On pourrait multiplier les exemples. Ce que je veux dire, c'est qu'il existe 1000 façons d'être antisémite à l'abri de la loi. Heureusement, dans un état de droit, vous n'êtes pas coupable de faire tout ça. On peut aller s'éclater au concert de Roger Waters sous un cochon avec des étoiles de David, une tirelire cochon géante avec des étoiles de David, sans être gêné. Mais qui fait ça ? Les gens de la France Insoumise. C'est quoi en plus? C'est quoi le groupe qu'il a cité là? Dirty Waters là, c'est quoi? On n'est pas dans l'illégalité quand on fait ça. En revanche, on fait régner un antisémitisme d'atmosphère. Et dernier point, je suis très frappé de voir que des gens qui repèrent un racisme systémique... C'est Pink Floyd. Quoi? Attends, Pink Floyd, ils ont fait un concert cochon de Pink Floyd. Mais c'est quoi le rapport? Attends. Mais c'est quoi le rapport avec LFI? Les cochons sont un élément caractéristique de l'univers visuel du groupe Pink Floyd, notamment au concert. Gigantesques cochons gonflables sont lâchés dans le public. Le bassiste du groupe a repris les cochons gonflables lors de sa tournée en solo. D'accord. Et en gros, c'est un cochon où les gens ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, c'est ça, non? C'est ça le principe, non? Roger Waters, c'est le chanteur de Pink Floyd. Ah. C'est Waters qui a éclaté et qui vrille. Ah ouais, putain, ok. Ok, d'accord, je comprends. Systémique, tissé de micro-agressions qui forgent un racisme En même temps, des gens qui vrillent sur l'antisémitisme, il y en a plein, quoi. Kanye West aussi. Général à l'abri de la loi, soient les premiers à réclamer la sanction d'un tribunal en matière d'antisémitisme. Mais oui, quel rapport avec LFI, genre, s'il vous plaît, en fait. La loi, soient les premiers à réclamer la sanction d'un tribunal en matière d'antisémitisme, comme s'il n'existait pas d'antisémitisme systémique. Jean-Pierre Mignard, antisémitisme d'atmosphère. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela à propos de la France? Oui, s'il te plaît, mets-lui le nez dans son caca, gentiment, car tu es prof d'université, je sais que tu vas être gentil avec lui, je sais que toi tu es doux et gentil, comme Bertrand Badi, tu n'as pas envie d'avoir des problèmes, mais mets-lui son nez dans le caca, s'il te plaît. Courtoisement, mais fais-le. Écoutez, moi je suis juriste. Donc voilà, déjà plie-le comme ça, moi je suis pas un philosophe, nanana, je suis juriste. L'atmosphère, je sais pas ce que c'est. Je sais ce que sont des infractions, je sais ce que sont des délits, je sais comment on les poursuit. Et s'il y avait effectivement un parti aussi antisémite, violemment et massivement antisémite, tel que le dit Raphaël Enthoven, évidemment l'ensemble des procureurs de la République et des procureurs généraux multiplieraient les enquêtes préliminaires dans le pays. Voilà, donc c'est faux. Donc déjà, sur le plan du juriste, je peux dire non. Deuxièmement, je dis que la gauche a été antisémite, ça fait partie de son histoire. C'est évident que Gued, Blanqui, Proudhon étaient effectivement des... Ah oui, il y a toujours eu des trucs. Même là, genre moi là, hier soir, je me suis tapé, je me tapais des documentaires sur la vie de, comment dire, comment il s'appelle, ah putain, de Léon Blum. Forcément, dans le moment, vu qu'on en parle beaucoup, j'ai envie de me renseigner et tout ça. Léon Blum, qui était un assez grand admirateur de Maurice Barrès. Donc voilà, bah, bon, bref. C'est toujours un peu compliqué, oui. Il y a toujours eu des trucs un peu... Voilà, quand bien même Blum est un juif. Hein. Quand bien même, voilà, il y a eu un peu scission sur l'affaire Dreyfus ensuite et tout ça, mais bref. Antisémite, ça a été l'affaire Dreyfus, où Jaurès a purgé cette question, bah oui. et où en effet,
la gauche, sur ce point, s'est engagée, heureusement, pour effectivement faire de la cause de la défense des Juifs une de ses causes importantes. Les Grégoire avait commencé bien avant la Révolution française, mais c'était essentiel. C'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je pense, alors pour le coup, que... Parce que Barrès, c'est aussi un écrivain. Bah oui, c'est pour ça qu'il l'aimait. Bah oui. Le parti... Mais même dans ses écrits, il y a quand même... le ton nationaliste et patriote est quand même donné. Hein. Après, c'est pas déplaisant quand même, son image. Enfin, c'est une époque où il y avait beaucoup de guerres. Du coup, c'est quand même un patriotisme et un nationalisme lié à la terre, aux morts, à toute la question du souvenir. Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi ils font la guerre? Comment on respecte leur volonté? Et pour ça, ça veut dire qu'il y a une patrie, et que cette patrie, on meurt pour elle. Donc on meurt pas pour rien pour elle, il faut respecter cette patrie. Du coup, on fait peuple commun au travers des gens qui se sont sacrifiés pour la défendre. C'est une belle idée, moi je suis pas contre. Mais après, ça a mal tourné, quoi, ça a tourné vinaigre. Bon, après, Maurice Barrès, c'est pas le pire, hein. Mais bon. Le Rassemblement national n'est plus un parti antisémite, au sens où on avait l'habitude de le dire, mais... Au sens du fondateur, au sens de l'époque du fondateur. Oui, je ne le pense plus. En tout cas, écoutez, moi, je ne suis pas un type... je suis pas grossier. Donc, j'écoute Marine Le Pen, je n'ai pas entendu de sa part. Simplement, il y a une histoire, il y a une génétique... Attends. Finkielkraut qui dit aussi que l'antisémitisme est résiduel, sauf qu'en plus, ce mec fait des conférences à l'Action française. Ah mais j'ai cru que c'était une vidéo, je suis déçu. L'antisémitisme est résiduel en Europe mais en pleine expansion dans les pays arabo-musulmans. Oui voilà, t'as pas dit la suite. Et ça c'est en 2015. Ouah, c'est en 2015. Hein. C'est en 2015. Mais moi mon avis c'est que on peut pas, en fait... Moi je dirais pas qu'il est résiduel. Je reviens un peu même sur le fait que quand le vieux l'a dit et tout ça, moi je dirais pas qu'il est résiduel, je dirais que vu qu'on part du principe que le philosémitisme est une forme d'antisémitisme, hein, on le voit bien, par l'essentialisation des juifs à ce qu'ils sont, quand bien même c'est dans la défense supposée de ce qu'ils sont, on leur permet pas d'avoir de débat, notamment sur la question de l'État Israël, on leur permet pas d'exister en dehors d'un récit qui ferait forcément une alliance avec l'État Israël, en fait on leur voue une existence qui est vraiment essentialisée. C'est un antisémitisme en soi. Parce que ça les ramène à une essence. Donc l'antisémitisme n'est certainement pas résiduel. Mais par contre, le philosémitisme a le vent en poupe. Ça en reste une forme d'antisémitisme quand même, mais bon. Du Rassemblement national. Et au-delà de ça... Il n'est pas résiduel, il se fait discret en attendant le bon moment. Ben non, il se fait pas discret. Vous avez l'impression qu'il se fait discret. Tout le monde en parle tout le temps, en fait. C'est pas qu'il se fait discret. C'est qu'il a pris un autre visage, en fait. Genre, c'est... Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est resté antisémite. Parce que, désolé, mais en fait, dans l'idée de l'État d'Israël, du fait que les Juifs sont menacés et devraient finalement partir dans cet État qui est le leur, qui est un truc très purement nationaliste, en fait, cette idée que les peuples ont leur endroit et que les Juifs devraient avoir une terre, alors que les Juifs, je le redis, hein, parce que des fois, les gens ne le comprennent pas, les Juifs, ils sont chez eux partout. Il n'y a pas forcément de terre qui devrait être à eux ou quoi que ce soit. Les Juifs devraient être chez eux partout. Parce que c'est tout, c'est leur terre, c'est chez eux, ils sont nés là. Bref, et de toute façon, on est des humains, on est une humanité. Les gens, ils sont les bienvenus, quoi. Enfin bref, on fait humanité, bref. Après, des fois, il faut essayer de parler un peu la même langue, parce que sinon, on se comprend pas. Mais voilà. Vouloir parquer les Juifs dans un endroit bizarre. Oui, enfin, bref. Oui, voilà, on en revient à ça, quoi. C'est vraiment cette idée de, bon vent, c'est ça, quoi. Quand bien même tu les aimes. En ce moment, c'est ce qu'on entend presque. C'est-à-dire que les gens qui sont en mode, moi je les comprends, les Juifs qui ont envie de partir. Ils vont aller dans l'État juif, c'est un peu chez eux, finalement. On les invite aussi presque à partir. On les invite presque à dire, regardez, cette terre, voilà, cette terre, elle est pas vraiment faite pour vous, quoi. C'est quoi la différence philosémitisme-antisémitisme? L'antisémitisme, c'est la haine du juif. Le philosémitisme, c'est une politique qui prend le juif et qui en fait une figure privilégiée parmi les minorités du pays, les minorités ethniques, hein, parce qu'on rappelle que le terme ethnie a été inventé dans le cadre du nationalisme pour parler des minorités au sein d'un espace national étant de fait considéré comme étant à la base ayant une sorte d'origine raciale pure en quelque sorte. Et ça, c'est le nationalisme, hein, les gens, si vous ne le saviez pas. La fondamentale nationaliste raciste, c'est ça. C'est que à partir du moment où tu conçois l'idée d'un État et d'une nation, tu conçois forcément une sorte de
de récit sur son origine raciale ou sur son origine culturelle de base, en fait. Donc, en fait, tu lui permets... C'est une idée qui est assez conservatrice, en soi, le nationalisme. Ne serait-ce que pour ça. Que tu n'acceptes pas vraiment que le pays soit autre chose, qu'il ait un autre avenir, puisqu'il doit toujours revenir à une image du passé. Son image du passé, c'est son identité. L'évolution, ça serait forcément une manière de le dévisager. C'est une façon assez figée de penser un peuple, en fait, l'idée de nation. Parce que l'idée de nation, elle se rattache beaucoup à des anciens mythes, en fait. Par exemple, la tradition judéo-chrétienne ou des trucs comme ça. Bref. Ça a un peu perdu cette connotation. Mais du coup, le philosémitisme, c'est une politique, enfin, c'est en tout cas une manière de faire où, oui, tu vas privilégier les juifs comme étant une minorité plus respectable ou une minorité que tu utilises, que tu instrumentalises vis-à-vis d'une autre, etc., etc. Rappel sur le truc de la déclaration Balfour, c'est que quand il n'y avait pas suffisamment de Français en Algérie pour pouvoir globalement gérer le territoire, s'en occuper, avoir des administrateurs et tout ça, bah on a donné la nationalité à des juifs dans ce coin-là, mais pas... alors, je me trompe, attendez, je me souviens plus. C'était en Algérie ou c'était au Maroc? C'est ça, je me rappelle plus. Il faut que je regarde. Je vais dire des conneries sinon. J'ai pas révisé. Crémieux, pas Balfour. Oui, je me trompe, c'est ça, non? Balfour, c'est l'Angleterre. Ok. Oui, donc Balfour, non, c'est la création d'un foyer national. Ok, ça, je me trompe. Déclaration Balfour, c'est ça. Le décret Crémieux. Voilà, je confonds, comme quoi je dis que j'ai pas révisé. Le décret qui attribue d'office en 1970 la citoyenneté française aux Israélites indigènes d'Algérie, c'est-à-dire aux 35 000 juifs du territoire. 35 000 juifs du territoire, contrairement aux Algériens indigènes, en quelque sorte, enfin aux musulmans, quoi. On a créé une distinction. Il est complété par le décret 137 portant sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Pour ce qui les concerne, la qualité du citoyen français n'est pas automatique puisqu'elle ne peut être obtenue qu'à partir de l'âge de 21 ans accompli et sur leur demande, etc. etc. La naturalisation n'est que rarement demandée par les indigènes musulmans, qui restent sous le régime de l'indigénat, une loi similaire de la naturalisation massive et automatique, portant cette fois sur les étrangers résidant en Algérie et promulguée le 26 juin 1989. Cette acte explique très bien Zemmour. Parce que dorénavant, ce sont les Arabes qui ont pris la place des Juifs, donc ils ont changé de sémites. Voilà, c'est ça. Mais Raphaël, vous disiez c'est le premier parti antisémite de France LFI, mais sur le Rassemblement National, alors est-ce qu'il a toujours un... Oui, alors voilà, bien sûr. Il se nourrit de cela encore aujourd'hui ou pas du tout? C'est incontestable. D'abord, le Front National est historiquement antisémite, on ne va pas revenir fondé dessus. Par un ancien... Oui, on va pas revenir dessus, du coup on va parler de LFI toute l'émission, quoi. Ce serait bête quand même de revenir dessus, enfin je veux dire, on est quand même au courant qu'ils vont être au pouvoir, donc bon, à quoi bon en parler, hein. Fondé par... Il s'agirait que je garde mon travail à France Inter quand même, j'aimerais bien, quoi. Ancien de la Waffen-SS, etc. Oui. C'est important de le rappeler, même si les gens disent on va pas revenir dessus. Il faut quand même le rappeler de temps en temps. Ça me paraît essentiel, on sera d'accord là-dessus. Par ailleurs, c'est un parti qui est tenu par d'anciens du GUD, Lousteau, Chatillon. Oui. Ce sont des gens tout à fait infréquentables. On est dans l'antisémitisme virulent. De fou. Et puis c'est un antisémitisme... Merci de le reconnaître en fait. ...historique, séculier. Vous savez, entre le RN et LFI, sur l'OTAN, la Syrie, la médiacratie, Macron, les retraites, il y a très peu de différences en réalité. Mais en revanche, alors non, je dis que l'argument... Qu'est-ce qui m'énerve quand il parle? Oui, sa manière de parler, mais là, ce qu'il dit pour l'instant, je suis OK. Hein. J'ai lu avec intérêt une tribune... Oui, son ton bourgeois, oui. ...de Arié Halimi et Vincent Lemire. Et l'avocat Arié Halimi. Fait cette distinction... Et l'historien Vincent Lemire. Alors, je les cite, entre un antisémitisme contextuel, populiste, électoraliste, instrumentalisé par LFI, et un antisémitisme... Il n'y a pas d'équivalence... Oui, Arié Halimi, oui, bon, bref, allez. Il n'y a pas d'équivalence entre l'antisémitisme contextuel, populiste et électoraliste utilisé par cet armement de la France insoumise et l'antisémitisme fondateur. Mais comment? Oui, bon, ouais... Antisémitisme historique et ontologique du RN. Ce qui est intéressant dans cette tribune, c'est qu'ils reconnaissent un antisémitisme... Moi, ça me fascine. Quel est le programme antisémite de la France insoumise? L'antisémitisme, c'est aussi des mesures.
C'est des mesures. Nous, on peut en trouver quand même des gens qui disent mort aux juifs, qui disent il faut dégager les juifs chez le RN. On peut en trouver. Où est-ce que dans la France insoumise, quelqu'un a dit une seule fois il faut faire ceci ou cela aux juifs? Personne. Antisémitisme électoraliste, oui. Enfin, c'est horrible en fait. Comment parler des musulmans sans parler d'eux, quoi? Ce sont leurs mots mortifères. C'est horrible, hein, parce que là, on parle des musulmans. Là, on parle pas de la FI, en fait, en soi. On parle des musulmans. On parle du fait que, vu qu'ils s'intéressent au vote des musulmans, au vote des banlieues, bah, du coup, c'est forcément des antisémites, les musulmans. C'est ça, en fait. Toutes ces phrases-là, c'est ce qu'elles veulent dire. Hein. Et rappelle qu'on est dans un contexte où en fait, c'est précis. Les gens qui disent ça, la plupart des gens, du temps, c'est des gens qui veulent pas être confrontés à la question israélienne. Là, ça veut dire que ça permet complètement de faire abstraction de ce qui continue de se passer à Gaza, à Rafah, les bombardements, le génocide et tout ça. C'est des gens qui veulent pas être mis face à cette question-là. Avant cette élection, ils ont tapé sur LFI de la même manière. Sauf que là, maintenant, ils en font un truc électoral. Ils prennent leur revanche. C'est pour ça que le vieux, il est un peu au fond du trou. Je comprends, hein. Parce que c'est vrai que ça tombe mal de ce point de vue-là, hein. Est débridé à cause du contexte, mais ils disent... Depuis le 7 octobre, bien le sûr, texte. Hein. Mais ils disent que c'est moins grave en somme et que ça ne doit pas dissuader de voter à gauche. C'est ça qui me fascine, moi. C'est qu'on puisse reconnaître un antisémitisme tout en minorant sa gravité. Ah, donc il n'est pas d'accord avec Halimi. Il est en train de dire, Halimi, il les met pas sur le même plan, il veut quand même voter à gauche. C'est fascinant. Est-ce qu'en même temps, la France insoumise n'a pas nourri elle-même ce procès qu'on lui fait, justement, en mettant au centre de la campagne, notamment des Européennes, la situation au Proche-Orient et en faveur de Gaza? Moi, ça me dégoûte. Moi, j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. Moi, je serais sur le plateau, je dirais un truc simple. On n'a jamais vu un génocide en direct sur Twitter où tous les jours, on était abreuvé d'images de gamins qui mouraient, de gens sous les décombres, de trucs horribles. Tout le monde a été sensible à ça, de par le monde. Tout le monde. Et les gens, s'ils ont voulu en parler, et s'ils ont voulu que les responsables politiques s'emparent de la question, c'est parce que tout le monde était choqué, profondément choqué par ce qui se passait. Et tout ce qu'ils veulent dire, c'est que c'est une démarche électoraliste. Ils ne veulent pas entendre parler de notre sensibilité. C'est ça qui me dégoûte. On n'a pas le droit d'être sensible à un massacre. C'est pas normal, c'est ça que ça veut dire au fond. On n'a pas le droit d'être sensible à ces images-là. Pourquoi? Genre on est bête un peu, on est des occidentaux, on habite au paradis. À quoi bon être sensible à des images qui viennent de l'autre bout du monde? Mais enfin, vous êtes bêtes ou quoi? C'est des pauvres arabes là, qu'est-ce que vous allez être... Donc évidemment, vous êtes sensible à ça, vous voulez voter Mélenchon? Bah c'est sa stratégie électorale, vous êtes bêtes en fait. En fait, je suis désolé, en fait, ils prêtent aux autres leur manque de sensibilité. Ils prêtent aussi à la France insoumise son manque de sensibilité. Parce que oui, il y a potentiellement des réflexions électoralistes. Faut pas se le cacher. Mais c'est parce qu'on a envie de faire peuple aussi avec des gens qui sont sensibles à ces questions-là. C'est pas simplement parce qu'on veut leur vote. C'est parce qu'on veut faire humanité avec des gens qui ont une sensibilité pour ce qu'est l'humanité. Pour ce qu'est les droits de l'homme, en fait, bordel. Parce que c'est une question de droits de l'homme, en fait, à ce stade. Bref. On a l'habitude de voir des Arabes se faire massacrer. Pourquoi là on serait sensible? Bah oui, antisémite, bah oui, voilà, c'est ça. C'est horrible, c'est ça. Vous faites pas avoir, c'est ça la question au fond. C'est une question de sensibilité. On ne reconnaît jamais la sensibilité des gens sur cette question-là. Pas une seule fois. C'est vrai que tout a commencé depuis notamment le 7 octobre. On peut faire remonter le flirt avec le sujet de l'antisémitisme et Jean-Luc Mélenchon à plus tôt. Hein. On peut parler déjà de ça au milieu des années 2010, à un moment où, notamment, on se rappelle après Ozar Torah, il n'a pas voulu, par exemple, arrêter sa campagne. Merci Hugo Petit. Le premier geste. Il y a eu ce genre de choses. Il y a eu comme des prémices. Après, il n'a jamais Toulouse, rappelons-le, la tuerie. On va quand même rassurer, on va quand même dire qu'il n'a jamais été condamné. Il a utilisé un vocabulaire qui est limite. On se rappelle les derniers mots pendant la campagne. Là, Tu te fais avoir, Moufette, c'est aussi les médias qui ont mis l'accent sur le sujet en parlant que de Rima aux autres LFI. Je comprends pas ce que tu veux dire. Ça veut dire qu'en plus du fait d'être sensible sur la question et de vouloir en parler, notamment Rima, en plus de ça, le fait qu'on en parle autant, c'est lié aussi au fait que les médias ont exposé ce truc-là en particulier. Bah, je suis d'accord. Mais au final, tant mieux un peu.
tant mieux et tant pis. Ça veut dire que tant mieux parce que c'est bien, ça a permis d'en parler et il y a plein de gens qui ont été sensibles à ça. Et désolé, mais il y a plein de gens qui du coup sont sensibles à LFI parce qu'ils ont pu voir des moments médiatiques où ils ont pris position, où ils ont tenu bon face à un appareil médiatique qui voulait les détruire sur cette question-là, cette question de la sensibilité et du droit, des droits de l'homme, des droits internationaux. Et tant pis, parce que dans le contexte d'une élection comme celle-ci, c'est sûr que c'est horrible. Enfin, c'est dur de se dépatouiller avec cette accusation d'antisémitisme, en fait. C'est dur, parce que là, tout le monde tape. Même chez Arte, ça tape. Même chez Mediapart. Enfin, bon, bref. Même Klemovic. C'est déjà un sujet, mais à chaque fois qu'il parlait d'autre chose, ça disait « Et la Palestine, Rima a dit soulèvement intifada ». Bah oui. Bah oui. Mais j'ai pas dit le contraire de ça. Bon. Mots comme camper à propos de Yael Braun-Pivet. On se rappelle de son refus de participer à la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu au mois de novembre dernier à l'appel de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet. Donc on a vu la façon qu'a eu LFI d'importer ce conflit qu'on avait vu par exemple sur les campus américains avec l'idée d'assimiler ceux qui étaient pro-palestiniens à ceux qui étaient antisionistes avec quelque chose d'antisémite. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Ah bon? Attends, ça veut dire que... Attends. Américain avec l'idée d'assimiler ceux qui étaient pro-palestiniens. J'ai envie de comprendre ce qu'elle a dit. Attends, je remets, je suis désolé. De son refus de participer à la marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu au mois de novembre. Ah oui, parce qu'il y avait Éric Zemmour et Marine Le Pen. Vous êtes fous ou quoi? Novembre dernier à l'appel de Gérard Larcher et de Yael Braun-Pivet. Donc on a vu la façon qu'a eu LFI d'importer ce conflit qu'on avait vu par exemple sur les campus américains avec l'idée... Alors déjà, il y a un problème chronologique, c'est que la marche contre l'antisémitisme, ça peut pas être importé des campus américains, vu que les campus américains, ça s'est passé quelques mois après. Déjà, elle dit n'importe quoi. D'assimiler ceux qui étaient pro-palestiniens à ceux qui étaient antisionistes avec quelque chose d'antisémite. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Je comprends pas ce qu'elle dit là à propos des campus. Elle dit qu'il y a eu une confusion par rapport au campus d'associer l'antisémitisme au antisionisme et tout ça là. LFI a rien importé du tout. Bah oui. Je veux dire, c'est une position historique profonde qu'on a chez nous. Moi, je peux vous retrouver des vieilles chansons de variété françaises des années 80 où ça dit ah là, les Palestiniens, nanana, quoi. C'est dans notre culture aussi de s'indigner de ce qui se passe là-bas. Ça existe depuis longtemps. Dire que c'est importé, c'est une dinguerie, enfin, c'est fou. Et puis même le terme d'importer, je veux dire, on en parle, hein. Là on est chez Arte, on est chez des centristes, un peu gauche, tout ça. L'importation des États-Unis, hein, ce fameux concept. Mais les gens, il y a 10 ans, 15 ans, c'était une phrase qu'on trouvait que dans la bouche de l'extrême droite. Hein. Partir du principe que les paniques sont importées des États-Unis ou importées, nanana. Ça, c'est une logique d'extrême droite profonde. Ça y est, maintenant, elle est partout, cette logique-là. Hein. De dire que quand il se passe un truc chez nous et que ça vient d'ailleurs, ça a été importé. C'est terrible. Que la France insoumise appartient au nouveau Front populaire. Il pourrait presque dire wokiste sur le plateau de Arte, c'est fou. Et que lorsqu'il y a eu quand même un contrat de législature, il y a eu des mots très clairs sur l'antisémitisme, et très certainement parce que LFI n'avait pas été suffisamment clair auparavant pour dire qu'il fallait absolument lutter de façon profonde sur l'antisémitisme et le reconnaître. Jean-Pierre Mineur, cette confusion, cet amalgame dont on accuse parfois LFI entre juifs et soutien forcément à Netanyahou, au gouvernement israélien. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a bien, alors moi j'appartiens à une génération... Il a dit Netanyahou. Yahoo! Pardon. Peut-être le plus vieux parmi vous, tant mieux pour vous. Eh bien, je vais vous dire, moi, dans les années 70, quand j'étais étudiant, d'abord, beaucoup de ceux qui aujourd'hui sont très violents contre LFI tenaient des propos terribles contre la politique d'Israël. Et j'étais moi-même choqué par la violence de leurs propos, comme quoi on change et on pourrait quelquefois trouver une forme plus nuancée dans ces changements. Et deuxièmement, la question du sionisme est une question en France qui aujourd'hui... lui c'est mon champion là, attendez je le remets un peu en arrière, c'est mon champion. T'es là pour les dézinguer, alors tu vas le faire poliment parce que t'es prof mais vas-y dézingue-les, vas-y. La question du sionisme est une question en France qui aujourd'hui est commentée par des tas de gens qui n'y connaissent rien, c'est un vrai problème. Oui. Est-ce que l'antisionisme est un antijudaïsme? C'est une vraie question. Quoi? Non mais dis-le. Moi j'ai toujours pensé que le sionisme était une des expressions du mouvement national juif.
qu'il y avait un sionisme ultra-religieux, mais un sionisme libéral, de partage. La gauche israélienne, c'était ça. Vous savez, quand en 67, et j'en aurais fini, les ultras veulent occuper l'esplanade du Temple, Moshe Dayan dit « Attendez, ça suffit ». Il les bloque. Et ils disent, oui, mais la Bible n'est pas un cadastre. Alors, donc, excusez-moi, donc tout ça, mais on avait, nous, une grande culture, et beaucoup d'errements, par moment, dans notre façon de dire, mais aujourd'hui, on ne l'a plus. Donc les gens disent sionisme, pas sionisme. Est-ce que l'antisionisme est un enjeu? Oui, bien sûr, qu'il y a des antisionistes qui sont antisémites. Mais bah oui, ça peut. Beaucoup d'autres qui ne le sont pas. Ah oui, et la grande majorité. Bien sûr. Et d'ailleurs, la loi Maillard n'a pas passé à cause de ça, parce qu'on sait que quand on voulait assimiler antisémitisme et antisionisme, on n'y arrivait pas. On a parlé de cet antisémitisme, on a dit ce que vous en pensez. Est-ce que ces deux parties... Elle dit ce que vous en pensez. Mais c'est le mec, c'est le seul prof du plateau, c'est le seul chercheur, c'est le seul qui devrait faire autorité. Qui maintenant partagent d'autres valeurs, des convictions communes. Écoutez Pierre-François. Après, je devrais pas dire ça, parce que je suis pas chercheuse et j'aimerais bien faire autorité, moi aussi, sur un plateau, quand même, des fois, parce que des fois, je connais mon sujet, et les autres, c'est des fils de pute, quand même, c'est les chercheurs, bref. Veil, le fils de Simone Veil, est président... Mais là, en l'occurrence, j'ai envie de le sucer, parce que c'est bref. Président de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Je crois simplement que chacune de ces deux forces politiques porte en elle-même, pour des raisons différentes et dans des circonstances différentes, dans leur cœur, des valeurs qui sont contraires à nos valeurs républicaines, l'une comme l'autre. Je ne suis pas là pour les mesurer, je n'ai pas un décimètre pour les mesurer, mais je sais que l'une comme l'autre porte des valeurs qui sont extraordinairement dangereuses pour notre République. Raphaël Antoine, des valeurs... C'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie. Communes. Vous rejoignez ce constat-là entre les deux? C'est un constat, encore une fois, l'OTAN, la Syrie, l'Union européenne, les retraites, Macron, la médiacratie, la Russie. Son titre premier, c'est d'avoir une maman. Mais c'est ça la bourgeoisie, vous croyez quoi? La posture tribunicienne sont autant de points communs frappants entre LFI et le RN. Je mets de côté Israël, la question migratoire et l'intersectionnalité, ça n'est pas rien, mais je les mets de côté. Et il y a la priorité nationale aussi. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Entre LFI et le RN. Je mets de côté Israël, la question migratoire et l'intersectionnalité, ça n'est pas rien, mais je les mets de côté. Et il y a la priorité nationale aussi qu'ils ne partagent pas. Ce n'est pas rien. La priorité nationale qui est exprimée. Et la question du droit du sang que Jordan Bardella, à l'heure où nous parlons, vient de défendre, ce qui me paraît une monstruosité. Donc, oui, merci. Vive les différences de ce point de vue, effectivement. On peut s'en réjouir. Pour le reste... Vive les différences, ouais, non mais c'est une dinguerie quand même. Sa manière de défendre le droit du sol, c'est vive les différences, c'est bien quand même. Pas quand même qu'avec le RN, ce serait pire pour tout, pour préciser. Rappel, une personne sur 4, un immigré dans la famille. Bon, les droits. Vive les différences, mais c'est le peuple. Droits humains, pour l'égalité des citoyens français, ce serait pire. Mais la victoire du RN serait une tragédie pour la République. Donc il y a une différence quand même. Une tragédie pour la France. La victoire de LFI serait une catastrophe de même ampleur. LFI n'est pas seul, il y a aussi un nouveau Front populaire, mais vous comprenez, je me mets à la place d'un électeur de gauche qui vote à gauche en espérant que LFI soit réduite. Ok, donc c'est moi. Dans cet ensemble, ça me paraît un vote... Non, c'est pas moi. Ça c'est Klemovic, ça. Gauche, en espérant que LFI soit réduite dans cet ensemble, ça me paraît un vote contradictoire. De façon générale... Ça n'arrivera pas. Il y a les grands débats. On va les bouffer. Les électeurs du centre n'ont aucun doute d'être représentés par Attal. Les électeurs du Rassemblement national n'ont aucun doute d'être représentés par Bardella. En revanche, au nouveau Front populaire, c'est tantôt Tondelier, tantôt Bompard, tantôt Olivier Faure, parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. On viendra aux incarnations tout à l'heure. Intention de vote, ouais, mais non, mais il y a un problème avec les sondages, oui, bon. Mais vous voulez réagir, Tam Tramnu? Oui, je voulais... Après, peut-être que je suis là à me choquer des sondages, mais c'est peut-être tout simplement l'effet du bashing médiatique, hein. Les gens, ils sont en mode, regardez, finalement, ça se joue pas au coude à coude. Bah oui, vous êtes en train de sucer le RN. Tous ensemble, là, comme des enfants de cœur. Hein. Putain, le RN, il a eu la meilleure pipe de sa vie. Il y a 10 personnes qui se sont mis en même temps. Hein. C'est fou. Dire tout de même que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il sera seul aux manettes ou quasiment. Les LR d'Éric Ciotti, ça ne pèse rien. Le nouveau Front populaire, c'est... Ils ont mis le logo de la NUPES. Ah bon? Où ça? Bah non. Oui, je voulais dire tout de même que si le Rassemblement national arrive au pouvoir, il sera seul aux manettes ou quasiment. Le V. Ah oui, ça c'est le logo de la... Ah.
Ah. Les LR d'Éric Ciotti, ça ne pèse rien. Le nouveau Front Populaire, c'est quand même différent. Oui, sur celui de LFI. Mais à mon avis, ils n'ont pas capté que c'était ça, peut-être. Merci, Chris Catrod. LFI sera une composante importante du nouveau Front Populaire, mais il représente 40... Comment ça, Moufette? Quoi, Moufette? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Nouveau Front Populaire n'est plus qu'à 0,5 points d'écart avec le RN. RN 30,5%, Nouveau Front Populaire 30%, majorité présidentielle 19,5% quand même, ils ont ça. Et ça, c'est de quand? C'est de le 25 juin. Let's go! Bon, après, c'est un sondage parmi d'autres. Hein. Mais let's go! Ouais! Et ici, on aime trop les sondages. Let's go! On a gagné. On a gagné. C'est un sondage, oui, oui, bon, bref. De toute façon, moi, je pars du principe que les sondages, ils mettent souvent la gauche à la baisse. Hein. À chaque fois, on avait des points en plus. Hein. Donc moi, pour moi, oui, bon. 30% et le reste est dévolu au reste de la gauche. Les cluster 17 forcent pas trop. Pourquoi c'est des gauchistes? Sauf cluster 17, comment ça? Socialistes, les communistes, les écologistes. Fondu, vous et donc, dire, ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. C'est aussi pour ça qu'il y a un débat pour dire que certains ne veulent pas du tout de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre, on y viendra sans doute, mais c'est quand même pour dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et moi, ce que je vois... Pourquoi il n'y a pas un mec de LFI sur le plateau? Pourquoi il n'y a pas un Jean-Michel LFI? Le plateau, il serait intéressant. Dans le rassemblement... Ah non, on ne les invite pas, ils sont antisémites, on reste républicains. National, outre peut-être qu'il y a des points communs dans les programmes avec la France Insoumise. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que la réaction que ça va entraîner en France. Ce que je vois, c'est la possibilité que ces personnes qui ont été arrêtées et qui ont tabassé... Les 17, c'est ceux qui sont les plus proches des résultats réels à chaque élection. De toute façon, il y a Défait 14 qui a sorti une petite vidéo sur les sondages. On va regarder ça ensemble. Au calme, c'est bon. Des homosexuels et qui ont dit dans quelques semaines on pourra le faire. Le fils de Lousteau, le fils d'Axel Lousteau, il faut le dire. Putain, le fils d'Axel Lousteau. Hein. Qui aujourd'hui, le fils d'Axel Lousteau du GUD, qui est aujourd'hui, qui travaille avec Marine Le Pen. Ce que l'on voit comme sortie raciste, comme insulte raciste et qui ont fait le tour de la toile la semaine dernière dans le reportage d'Envoyé spécial, on pense que certaines personnes vont se sentir désormais le droit de s'exprimer comme ça. Merci Musa TZP, pardon. Ça, quand même, dans le débat public. Jean-Pierre Minère, sur la convergence des valeurs, tout de même, est-ce que, par exemple, sur la brutalisation du débat public par LFI, oui. C'est Glucksmann qui le dit? Oui, mais d'accord, mais lui, c'est un tempérament particulièrement modéré. Alors, on a effectivement, du côté de Jean-Luc Mélenchon, un tempérament particulièrement combatif. Non, ce que je veux dire, sérieusement, la grande différence, c'est que quand on voit le programme du RN, et même, je dirais, ce que vous dites sur le Front Populaire est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il va falloir sans arrêt être dans la délibération, le pluralisme, c'est tout... D'accord, oui, bon, démocratie interne, oui, bon, allez... Tout à fait différent. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le programme du RN, c'est la démocratie libérale qui est mise à sac. Oui, merci. Vous n'avez pas ça dans le programme de LFI. Vous n'avez pas ça, c'est pas vrai. Et vous n'avez ça jamais. Ils ne remettent pas en question la Charte européenne des droits fondamentaux. Ils ne remettent pas en question la Convention européenne des droits de l'homme. Et pire, le RN dit, eh bien, il faut dorénavant que la Constitution, ça va vous intéresser, ce que je veux dire, que la Constitution soit supérieure au traité. Et lorsque la Constitution est supérieure au traité, alors on n'applique pas le traité. Et que le vote lui-même soit supérieur à la Constitution. C'est un parti deux fois séditieux. On sera tout à fait d'accord là-dessus. On sera d'accord, et je vais vous dire, il y en a un qui a commencé comme ça. J'ai bien suivi comment la Russie s'était échappée du Conseil de l'Europe et de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ont commencé comme ça. Les jurisprudences de Strasbourg, lorsqu'elles étaient contraires à la loi russe, allez, on écartait les jurisprudences. Puis ensuite, on a dit, la Douma a dit finalement, on va purement et simplement abandonner la Convention européenne. Et puis ensuite, ils ont quitté le Conseil de l'Europe. Mais c'est le même processus. C'est un processus d'échappement de la démocratie libérale. Je ne trouve pas ça chez les fiches. Je précise que la Douma est le Parlement russe. Oui, pardon. Voilà. La 6e République de Mélenchon, de quoi s'inquiéter au moins autant. Mais ça, on n'a pas le temps d'en parler malheureusement maintenant. Un jour peut-être. Mais on voudrait baser le gars. Oui. Moi, je connais pas trop cette info de la sortie de la Douma et tout ça. Vous soumettre. C'est pas mal comme data, oui. À tous les trois et à ceux qui nous regardent évidemment, une archive puisqu'on s'interroge sur le RN. A-t-il changé fondamentalement par rapport à l'époque où il était le Front National? Regardez. Bah, il a changé mais comme tout parti bonapartiste, il a changé de manière d'être confus, quoi. Mais il n'a pas changé de corps de... Enfin, on sait très bien ce qu'il fera au pouvoir, hein. C'est juste qu'il se présente autrement. Cette archive, manifestation 1er mai 1995, un jeune Marocain est poussé dans la Seine. Regardez.
C'est ici à 11h30, en contrebas du pont du Carrousel, que Brahim Bouram, un jeune Marocain de 29 ans, a été précipité dans la Seine par 4 jeunes gens au crâne rasé. Selon les premiers témoins, ces 4 skinheads avaient quitté les rangs du cortège du Front National et ont pu s'enfuir en se fondant dans la foule. Pour Jean-Marie Le Pen, en revanche, il faut rester particulièrement prudent ce soir. Ça n'a strictement rien à voir avec notre manifestation. Wow. Vous condamnez cet acte? Je condamne rien du tout, je suis au courant de rien. J'attends comme tous les citoyens, la déclaration de la préfecture de police. L'enquête a été confiée ce soir. Ah ouais, hein. La police qui va être main dans la main avec le fascisme et qui vont dire non, c'est pas du tout un truc fasciste. Hein. À la brigade. C'est ça qu'on va être, hein. On va être dans ce système-là. Hein. Où les gens ils vont être en mode regardez, il y a un crime raciste. Ok, bon, on attend ce que la police en dit. La police dit que c'est pas raciste. Ok, bon, c'est pas raciste alors. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Les gens vont pouvoir juste... En fait, on va être dans un système où des Noirs et des Arabes pourront mourir dans l'impunité la plus totale, en fait. C'est tout ce qui va se passer. Hein. C'est ça le RN au pouvoir. Criminel ou 4 témoins. Alors attendez, je dis des Noirs et des Arabes, mais ça c'est avec la première étape. Hein. Après, les homos, les trans, ça risque d'être un peu pareil. Peut-être les juifs, hein, qui sait, hein, peut-être qu'il y aura un retournement, on verra bien. Sont toujours entendus. Et les blancs, les pauvres blancs, bah oui, voilà, les blancs qui se solidarisent, les blancs de gauche, les gauchistes, oui. Les gens du voyage, les Roms aussi, bah les Roms ils sont, je pense, au début de la liste. Hein. Là j'ai fait un peu une chronologie temporelle, mais les Roms je pense qu'ils prennent cher dès le début. Ça... Il s'est malheureusement noyé et en est mort. Il y a eu des condamnations bien évidemment après ce meurtre. Raphaël Enthoven, le Front National, le Rassemblement National a complètement changé pour vous. Il s'est totalement dédiabolisé. Il ne draine plus tout cela. Non, il draine la même saloperie antisémite bien sûr, même si xénophobe évidemment, plus largement. même si Marine Le Pen, en elle-même, je pense qu'elle a d'autres défauts, mais je ne la crois pas antisémite. Voilà. Wow. Juste sur ce point-là. Mais alors pourquoi elle a Jean-Michel Lousteau et tous ses potes qui sont proches d'elle? Elle est en mode oui bon allez, à certaines soirées ils font des saluts nazis et dans leurs assiettes avec le riz ils font des croix gammées, mais je les aime bien, c'est mes amis, laissez-les tranquilles. Oui bon, bah, elle est pas antisémite hein. C'est juste qu'elle a 2-3 potes un peu foufou quoi. Mais la pauvre... Mais ça me paraît, on est dans l'ordre de la nuance. Enfin, elle joue beaucoup là-dessus. Elle dit que si ces verrous la sautent, ce qui est vrai avec le RN, si vous voulez, la grande différence entre le RN et le FN, c'est que le RN est aujourd'hui le mandataire, à mon avis lamentable, de préoccupations. Il a dit qu'il allait voter RN. C'est vrai, c'est acté. Il a dit qu'il allait voter RN, Enthoven. Et de mécontentement qui vont bien au-delà de lui. Et donc, criminaliser le vote RN, c'est criminaliser le vote de la moitié des Français. Et ceci me paraît un très mauvais calcul et un calcul délétère. Cela dit, marquer les invariants, les constantes... Bien évidemment qu'il va voter RN. Non, moi je pensais qu'il allait voter Macron. Hein. Entre le FN et le RN, c'est un travail essentiel et en particulier aujourd'hui. Vous voulez réagir? Les 40% des Français qui ont voté pour l'extrême droite lors des européennes ne sont pas racistes et xénophobes. On sait que parmi les sujets, notamment, il y a eu la France fracturée, la fin des services publics. Il y a quelque chose, le pouvoir d'achat. Il y a un sujet de l'ordre de l'appel au... C'est une maladie. On est mal, hein. C'est un plateau d'Arte, hein. Ça me tue, hein. Secours de personnes qui se sentent déclassées, qui ont l'impression d'avoir perdu par rapport aux générations précédentes et qui n'ont pas l'impression... Et il n'y a personne pour les challenger. Moi, je t'aime bien, là, Jean-Michel universitaire, mais bon, c'est une bonne pomme, quoi. Et tu veux être correct. Mais du coup, il n'y a personne pour les challenger, quoi. L'impression qu'Emmanuel Macron les ait entendus, qui ont même eu l'impression qu'Emmanuel Macron les a certainement méprisés. Regardez, tout ce qu'il peut faire, c'est avoir des petites mines. Regardez ses expressions faciales, le pauvre. On les a entendus, qui ont même eu l'impression qu'Emmanuel Macron les a certainement méprisés. Regardez, il est dans sa frustration, il veut parler, mais bon, il est gentil, il est poli. Et que malgré, on a entendu bien sûr le mouvement des Gilets jaunes, ça a été la première alerte sur ça. Le grand débat, ça a été un bel exercice de communication, ça n'a pas permis de résoudre cette fracture française. Et là-dessus... Ah oui, c'était de la merde, c'était un effet d'annonce, ça, on le sait tous. Hein. Comme la commission écologique, je sais plus quoi là. Bref. C'est là qu'on n'a pas essayé le rassemblement. Le seul que nous n'avons pas essayé, le seul parti qui n'a pas été essayé. On va avoir... C'est pas vrai. Juste un point. Il y a plein de partis qui n'ont pas essayé. Regarde, les anticapitalistes, NPA, machin. Personne n'a essayé ça.
C'est faux qu'on n'a pas essayé. Ça fait des décennies. À gauche de rupture, on n'a pas essayé non plus. Attends, il va dire quoi? Essayer. On va avoir... Juste un point, pardon, mais c'est faux qu'on n'a pas essayé. Ça fait des décennies qu'ils sont à la tête de villes, qu'ils gèrent n'importe comment. C'est vrai. C'est vrai. Et ils sont députés en bataille depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas essayé. Et on a essayé, on voit, ça ne marche pas. On a essayé au Parlement européen, ils refusent de voter contre Wagner. Enfin, je veux dire, on a essayé. On a essayé. Attendez, Jean-Pierre Miller, vous allez réagir, mais on va évoquer, à propos des incarnations, notamment Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, avec vous, Anna. Jean-Luc Mélenchon, toujours candidat pour être Premier ministre en... Attendez, cette meuf-là, Mélenchon, avec vous, Anna. Anna, elle est pas aussi sur C'est ce soir? Ou c'est moi qui confonds les noirs? Non? Jean-Luc Mélenchon. Non, je sais pas, sa tête, elle me disait un truc. On est d'accord qu'elle lui ressemble un peu? Toujours candidat. Je confonds. Oui, mais je sais pas. Pour être Premier ministre en cas de victoire au deuxième tour. Je confonds les noirs. Ah, ça va. Oui, bien sûr. J'ai l'intention. Je confonds les blancs aussi, c'est bon. De gouverner ce pays. Voilà ce qu'il a déclaré ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, dans l'émission C'est l'Hebdo sur France 5. Alors même qu'une semaine plus tôt, il renonçait à être Premier ministre s'il n'y avait pas d'accord sur sa personne au sein de la gauche. De quoi faire monter d'un cran la... Il n'a pas dit qu'il refusait. Déjà, elle présente le truc bizarrement là. Il a jamais dit qu'il refusait. Il a dit Il a dit comment? Il a dit « je ne m'impose pas, mais je ne m'exclus pas ». Ministre, s'il n'y avait pas d'accord sur sa personne au sein de la gauche. De quoi faire monter d'un cran la crispation dans les rangs du nouveau Front populaire, avec des mots très durs de la part de certaines figures de la gauche, qu'ils se taisent dans l'intérêt général. Oh, c'est surtout sa tête là qui me fait rire. Il y a juste une seule phrase, qu'il se taise. A déclaré François Hollande. Il essaye de tout dynamiter, selon Laurent Berger, l'ancien secrétaire général de la CFDT, invité ce matin sur France. Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de Laurent Berger? Il est même pas dans le NFP, mais ça me saoule, quoi. C'est quoi là? On s'en branle. Selon lui, impossible qu'il soit Premier ministre. Plutôt que je le cite, des artisans du chaos, il faut de l'apaisement et de la réconciliation. Jérôme Guedj, le député PS sortant, affirme lui sans détour qu'il est un handicap, un boulet, le problème plutôt que la solution. Et du côté... Putain, oui, bon, bah lui, il a des bonnes raisons d'avoir la haine, lui. De la Macronie, eh bien, cette sortie de Jean... Jérôme Guedj, c'est ça, hein, la laisse comment? C'est ça, non? Il tourne autour du piquet, relié par la laisse de ses... je sais plus quoi, j'ai oublié. Jean-Luc Mélenchon, c'est du pain béni. Au moins, c'est clair. De ses allégeances, oui. Voter Nouveau Front Populaire, c'est voter pour Jean-Luc Mélenchon à Matignon, selon les deux ministres. Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Roland Lescure et Aurore Berger. Jean-Pierre Mignard, est-ce que la figure de Jean-Luc Mélenchon, elle a un effet repoussoir à gauche, comme ça a pu être le cas par le passé avec Marine Le Pen? Ah, putain, j'ai envie de savoir ce qu'il va dire. On va peut-être être déçus, hein. Peut-être c'est le désamour, le début du désamour. Bah écoutez, Mélenchon... Merci Mini, merci. Il sait très bien que son tour n'est pas là, si tentait d'ailleurs qu'il y ait un tour un jour. Bah écoutez, il y a un problème qui se pose. Hein, vous êtes lucide. Est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui a fait toute une vie politique de se taire? Ça n'existe pas, ça. Putain, mais merci, déjà, oui, ça commence bien, oui, merci. Non mais attendez, soyez de bon sens, ça n'existe pas. Alors on lui demande à quelqu'un qui est toujours proéminent, proactif sur sa destinée, de se taire. C'est un peu excessif. Merci. Il a fait une déclaration, j'ai préparé la réunion parce que... Déjà j'aime bien son avis, parce qu'il est pas non plus, il rentre pas dans le truc de sucer Mélenchon ou pas. Là il dit juste un truc simple, c'est un politique bordel, il a avoué sa vie à ça, bien sûr qu'il se taira pas. Sur sa destinée, de se taire. C'est un peu excessif. Il a fait une déclaration, j'ai préparé la réunion parce que je savais que j'avais un voisin qui était extrêmement méticuleux. Un voisin de gauche. Oui, oui. Bah, vous voyez comme quoi. Comme quoi. Et donc? Et alors ce qu'il dit, ce matin, j'ai fait attention, parce que sinon je ne suis pas un exégète de la pensée de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un homme quand même respectable par son histoire, il dit, alors, pour le Premier ministre, le président demandera au groupe le plus important, ça c'est la procédure habituelle, et après consultation des autres, le groupe le plus important répondra. Ça veut dire le nouveau Front populaire. Et vous avez vu ce qu'ils essayent de faire aussi, là? Là, au niveau du truc du groupe important. Alors, normalement, le groupe important, c'est pas le groupe le plus important vis-à-vis des circonscriptions qu'ils ont, où ils ont des candidats. Ça dépend de combien de candidats ils gagnent. Ça veut dire que si, par exemple, LFI gagne moins de candidatures quand bien même, elle avait plus de candidatures engagées que le PS, bah c'est le PS qui sera le groupe majoritaire. Donc logiquement, LFI est censé finir par être le groupe majoritaire. Mais
Je sais pas si vous avez vu dernièrement, là, ils ont commencé à dire, alors c'était dans un tweet, mais j'ai oublié de qui, ils ont commencé à dire qu'en fait, le groupe majoritaire, c'est tous les autres, en fait. C'est PS plus Écologie Les Verts plus les communistes. C'est Faure qui a dit ça. Et qui ont dit, du coup, Jean-Luc Mélenchon pourra pas être Premier ministre parce que le groupe majoritaire, ça sera nous. Et du coup, ils se mettent les trois ensemble. Ils se mettent déjà en opposition à l'AFI. Alors que c'est pas comme ça que ça a été pensé, le truc. Hein. Le groupe majoritaire, c'est individuel. Hein. C'est chaque parti. Hein. Du coup, là, ils s'estiment comme un groupe entre eux. Enfin, c'est... Ouais, bon, bref. Le 8 juillet, ça va éclater. Hein. Il va petit à petit venir là, parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas d'autre solution, et c'est bien. Et on rentre dans ce que vous disiez, c'est-à-dire une culture de délibération, de gré ou de force. Mais Raphaël Enthoven, est-ce que les électeurs de... Ah ouais, un K-viewer. Oui, suce-moi bien fort, Ilyes. Je t'attends. Gauche peuvent faire comme si Jean-Luc Mélenchon n'existait pas. D'abord, de la part de Mélenchon, on voit bien la manœuvre, avoir un maximum de députés, être le groupe majoritaire et ensuite faire jouer la démocratie. Mais des points d'interrogation, bah ouais gros. T'es là, t'es sur mon chat, tu mets 3 messages et tu mets « Oh, un K-viewer, ça a changé ici !» Elle est tarée, MDR, bah je sais pas. C'est toi, t'as besoin de parler de ça. C'est toi hier. Et moi, j'écoutais ton stream où t'étais en mode « Oui, je suis une merde, je pense aux statistiques, je me dis, il faut que je lance un stream, il faut que je fasse des viewers, ouais, je suis une merde et tout ça. » Et t'es là sur mon stream, tu dis « Un K-viewer, ça a changé ici. Désolé si t'es obsédé par ça. » Moi, je vois même pas le nombre de viewers. La vérité, pour regarder le nombre de viewers, il faut que j'ouvre la fenêtre Chrome, voilà. Et là, je vois qu'il y a 1020 viewers. Mais sinon, je suis pas au courant. Je préfère... en fait, je me suis un peu sorti de cette idée de est-ce que c'est important les viewers? Il faut que je fasse un bon stream, quoi. Bon, ouais. Démocratie à son profit, on voit bien l'histoire. Déjà, quand je bossais, j'étais dans les stats en resto. Non, mais attends, Ilias, si tu veux, tu viens en vocal et on fait comme à l'ancienne, à l'époque de la Zawasser. Et on fait 2 heures où tu racontes tes problèmes, tes angoisses sur le fait d'être un streamer. Tu veux qu'on fasse ça? Je suis à Zawa, je peux pas. Putain, ça y est, il est à Zawa. Tu veux plus être dans la Zawasphère? Bon, Mélenchon n'arrivera pas à Matignon, à mon avis. Mélenchon n'arrivera nulle part. Il n'est jamais arrivé nulle part, d'ailleurs. Donc Mélenchon n'arrivera nulle part. En revanche, l'hypothèse Mélenchon est intéressante. Et là, je pense qu'on pourrait être d'accord au-delà de nos opinions respectives. Ça y est, il te méprise. Mais les gens, ils me méprisent. Hein. Ils me calculent plus. L'hypothèse Mélenchon grève considérablement l'Est, considérablement les candidats du nouveau Front Populaire au 2e tour. Merci Baron Sylvestre. Attendez, je le remets du coup parce que j'ai décroché. En revanche, l'hypothèse Mélenchon... La meuf est jamais OP pour faire des vocales. Mais gros, on fait plus de vocales. On fait un vocal par mois. On est un couple sur la fin. C'est comme la baise, ça n'arrive plus. Est intéressante et là je pense on se force, c'est comme à la fin quand on arrive en vocal, on est en mode ouais bah ouais on est là, ouais ça va. On pourrait être d'accord au-delà de nos opinions respectives. Terrible, hein. L'hypothèse Mélenchon grève considérablement l'Est, considérablement les candidats du nouveau Front Populaire au 2e tour. Ce que je veux dire ici, c'est que au 2e tour, face au rassemblement... Alors que des gens payeraient dans ce chat pour avoir un vocal avec Moufette. Moi, je te donnerais bien 50 € sur PayPal, Moufette, si tu me laissais monter ne serait-ce que 10 minutes sur ton stream. Je pourrais te dire à quel point je t'aime. Je t'ai vu glow up. Je suis fascinée, les femmes trans ont un excellent passing. Tu es vraiment un bon exemple pour les femmes trans sur Internet. J'en ai vu beaucoup des femmes trans dans ma vie, mais des comme toi, waouh. Rassemblement national. Pardon. L'Est, considérablement les candidats du nouveau Front Populaire au 2e tour. Non mais je suis une merde. En fait, à chaque fois que les gens ils essaient de me sucer, je dis que c'est des chasers, ça me fait rigoler. Ce que je veux dire ici, c'est que au 2e tour, face au Rassemblement national, soit vous avez un candidat du centre, on en pense ce qu'on veut, on aime, on n'aime pas, Macron, etc. Il est consensuel, il peut faire la majorité. Un candidat de gauche fonctionne comme un repoussoir à cause de l'hypothèse Mélenchon. Et c'est pour ça que c'est suicidaire pour c'est toi qui fabrique le repoussoir, bâtard. Le NFP, de parier ou de laisser entendre que Mélenchon pourrait être... Entre LFI et RN, vous choisissez quoi, vous, par exemple? Quel calvaire. Oui. J'ai toute ma vie regretté, d'avoir répondu à cette... Et bah pendant que vous réfléchissez... Vas-y, je me barre chez Daf Duff, c'est devenu bizarre ici. Comment ça, c'est devenu bizarre? Moi, jeune femme trans, qui, dans mes expériences amoureuses et sexuelles, ai bien compris que mon corps
était objectifiée, sensualisée, fétichisée, et que globalement je n'ai pas le droit à l'amour. Par contre, des plans cul, je peux en avoir plein parce que je suis une créature exotique et que les gens veulent mon cul pour ça, pour avoir leur petite expérience, leur petit frisson marginal de baiser avec le corps d'une femme trans et d'une sirène. Ça, j'avais pas de souci, ça je l'ai bien compris. Oh, c'est bizarre de fou, dis donc. Elle a un ressentiment par rapport au chaser. Bah oui, j'ai un ressentiment par rapport au chaser. Parce que c'est compliqué la vie affective d'une femme trans. Alors laissez-moi avec mes angoisses, c'est bon. Une sirène, oui, c'est une expression pour parler d'une femme à queue. Vous la connaissiez pas? Une sirène, moi, bien sûr. Non, mais je vais dire une chose. Oui. On a l'impression que Jean-Luc Mélenchon, il joue le coup d'après, qu'il joue déjà l'après-élection législative, qu'il a déjà les yeux sur 2027 et qui va avoir le leadership sur la gauche. Le problème, quand vous jouez le coup d'après, c'est que vous n'êtes pas dans le coup de maintenant. Or, le coup de maintenant, c'est tout de suite. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas conscience qu'il peut être le principal épouvantail, le principal repoussoir aujourd'hui pour une partie. Ah oui, vous croyez que c'est sirène, bien évidemment que ça vient de là. Vous croyez l'album d'Orelsan. En fait, le dog whistle de l'album d'Orelsan, ça a été ses premiers dates avec des trans, là. Il a fait un compte Grindr, il a eu quelques expériences, et le chant des sirènes, c'est ça, hein. C'est son addiction au plan cul avec des meufs trans, bref. De la gauche modérée, mais quelque part, il s'en fiche. Si lui, il a son électorat aussi. C'est tout à fait vrai. Pardonnez-moi. Oui, je suis totalement d'accord. Mais il y a une chose qu'on oublie toujours, je vois dans les discussions, c'est que c'est pas seulement des personnes. Vous avez lu Marx, vous êtes matérialiste. Ah. Si, non pas de culture, mais... Quoi, lui, matérialiste? Non. Vous connaissez par cœur le matériel. Il y a les groupes sociaux sont derrière des candidats, et ce ne sont pas les mêmes. Je vous assure qu'il y a toute une partie du peuple électoral français qui considère que Mélenchon répond plus à ce qu'il veut. Dans les bah oui. Mais la France des quartiers populaires, c'est important. Merci. Et pareil pour eux. Ah non, mais putain, mais là, je suis déçu. En fait, ça va, j'aimais bien sa position, mais commence pas à dire que c'est un marxiste. Regardez son petit sourire. Regardez son petit sourire, il est heureux. On lui a dit, t'es un marxiste. Il est en mode, oh là là, on est au fin fond de la confusion. Pareil pour la gauche modérée. Nous, on est sociologiquement plutôt la gauche modérée. Très bien, voilà. C'est vous qui le dites. Merci beaucoup, comme d'habitude. Bref. Il se manque, non, où je suis d'élu. Oui, je sais pas, bref, c'était bizarre cette fin-là. Proustologue, hein. Et non pas proctologue, hein. Il a dit que Méluche est le seul qui parle des Noirs et des Arabes. Bah oui, il a raison. Oui, j'ai compris.